Publié en 1877, L'Assommoir d'Émile Zola est un roman majeur du naturalisme, un courant qui cherche à montrer la réalité sans filtre. À travers le personnage de Gervaise, une ouvrière parisienne, Zola raconte une histoire simple en apparence, celle d'une femme qui veut vivre honnêtement et construire une vie stable. Mais dans un environnement marqué par la pauvreté et l'alcool, cet équilibre va peu à peu se briser, jusqu'à une chute progressive et brutale. Sur Comprendre les grands auteurs, l'objectif est de te donner une vision claire et rapide des œuvres essentielles, pour en comprendre les idées clés sans perdre de temps. Voici ce que tu dois retenir de L'Assommoir. Pour bien comprendre ce roman, il faut saisir la démarche de l'auteur. Zola, il ne se contente pas de juste raconter une histoire triste, en fait. Ouais, il observe, c'est ça. Exactement. Il a une approche presque clinique. Et ça frappe dès la situation initiale. On découvre Gervaise à l'hôtel Boncoeur et c'est poignant. Elle est complètement abandonnée par son amant, Lantier. Voilà, seule, sans le sou, avec ses deux très jeunes enfants, Claude et Étienne. Et tout de suite, on est jeté dans cette misère. Le décor, ce n'est pas juste une toile de fond. Bah non, c'est hyper immersif. Complètement. Zola décrit les odeurs âcres du Paris ouvrier, les abattoirs est à côté. Dans sa préface, il est super clair sur son intention. Il veut peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu, et c'est son mot, le milieu empesté des faubourgs. Le terme empesté est fort, quoi. Ouais, très. Et c'est ça la démarche naturaliste. Il insiste beaucoup sur le fait que ces personnages, ils ne sont pas mauvais par nature, pas du tout. Ils sont juste le produit de là où ils vivent. C'est ça, ils sont, comme il dit, ignorants et gâtés par leur environnement et par la rudesse de leur vie. Du coup, en lisant ça, j'ai pensé à une image. C'est comme si Zola plantait une graine saine dans un sol toxique pour observer ce qui se passe. La question est de savoir si Gervaise avait la moindre chance de s'en sortir, ou si les dés étaient pipés dès le départ. Ah, c'est une excellente analogie. Et pour rendre ce sol toxique vraiment authentique, Zola a fait un choix très audacieux pour l'époque, une vraie volonté philologique. C'est-à-dire au niveau du langage. Oui, il a voulu capturer la langue du peuple, son argot, sa verdeur. Ce qui n'a pas du tout plu, hein. Oh là là, non, ça lui a valu de très vives critiques. La bourgeoisie du 19e siècle était outrée de lire ces mots-là dans un roman. J'imagine ça faisait tache dans les beaux salons, mais bon, malgré tout ce déterminisme, ce sol toxique, Gervaise montre une résilience incroyable au début. Ah oui, la graine résiste. Elle prouve que la volonté humaine, elle existe bel et bien avant d'être broyée. Elle retrousse ses manches, Et c'est là qu'elle rencontre Coupeau. voilà, l'ouvrier zingueur. Et leur union commence super bien. C'est vraiment fondé sur le travail et l'économie. Ils mettent de côté, ils font attention. Exactement. D'ailleurs, ça nous amène à une scène qui est juste tragicomique au possible, la noce au musée du Louvre. Ah, cette scène, c'est fou. Tu vois toute cette noce ouvrière en habit du dimanche qui déambule au milieu des œuvres d'art. C'est un décalage saisissant entre le monde ouvrier et la culture bourgeoise. Ils sont complètement perdus. Ouais, c'est à la fois drôle et un peu triste, en fait. Mais ça n'empêche pas Gervaise de continuer son ascension. Non, au contraire. Elle accomplit son grand rêve. Elle arrive à ouvrir sa propre boutique de blanchisseuse. En grande partie grâce à Gouget, non? Oui, le forgeron, celui qu'on surnomme Gueule d'Or. Il est secrètement amoureux d'elle et lui prête l'argent. Et cette blanchisserie, c'est un vrai havre de paix. Le roman décrit ça avec beaucoup de couleurs. Absolument. Zola joue sur un contraste visuel et symbolique omniprésent. La boutique est d'un bleu clair, éclatant. C'est la propreté, quoi. C'est ça. Ça symbolise la réussite de Gervaise, son désir profond de vivre tranquillement, de travailler honnêtement et de mourir dans son lit. C'est la blancheur éclatante face à la noirceur crasseuse de la rue et des cabarets. C'est magnifique comme image. Mais bon, on sait qu'on est chez Zola. Cette période dorée est super fragile. Malheureusement, oui. Un événement complètement fortuit va inverser la trajectoire. La fameuse fêlure. Exactement. Coupeau tombe du haut d'un toit pendant qu'il travaille. Et là, Gervaise prend une décision lourde de conséquences. Et le refuse catégoriquement l'hôpital. Ouais, parce qu'à l'époque, aller à l'hôpital, c'était vu comme l'antichambre de la mort, la honte absolue. Du coup, elles dépensent absolument toutes leurs économies pour le soigner à la maison. Ce qui part d'une bonne intention au final. Bien sûr, c'est de l'amour, mais la convalescence est très longue, et pendant ce temps, Coupeau, qui était un gros travailleur, prend goût à l'oisiveté. Il s'ennuie, il regarde par la fenêtre. Et il descend dans la rue, il commence à fréquenter les marchands de vin.
Au début, c'est léger, puis il remplace le vin par des alcools forts. Et ce qu'ils appellent le vitriol. Voilà, et c'est là qu'on entre chez le père Colombe et qu'on découvre cette fameuse machine à distiller, l'alambic. Zola en fait une description fascinante. Oh, c'est magistral. Ce n'est pas juste du cuivre, c'est décrit comme une machine sombre, silencieuse, qui transpire l'alcool. Ouais, c'est comme un monstre vivant qui menace d'inonder tout le quartier. L'alambic n'est pas qu'un simple objet de décor, c'est le véritable antagoniste de cette exploration littéraire. Une bête mécanique qui respire et digère les habitants. C'est exactement ça, il avale les âmes. Si ce format t'aide à mieux comprendre les œuvres et à aller à l'essentiel, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines analyses et continuer à progresser facilement. Et le pire, c'est qu'avec Coupeau complètement fragilisé par cet alcool, le Minage devient ultra vulnérable aux menaces extérieures. C'est le moment parfait pour que le passé refasse surface, du coup. Évidemment. Et ça commence avec une scène d'anthologie, le fameux repas de l'oie. Pour la fête de Gervaise, c'est ça. Ouais, c'est un festin gargantuesque. Il dépense sans compter pour épater les voisins. Mais en fait, cet excès, ça marque vraiment le début de la fin. Parce que l'odeur de la nourriture attire les prédateurs. Exactement. Et qui réapparaît? L'Entier. L'ex qu'il avait laissé tomber au tout début. Lui-même. Il s'installe chez eux, tout simplement, et il devient un parasite absolu. Et Coupeau laisse faire. Abruti par la boisson, Coupeau l'accepte sans broncher. Il finit même par fraterniser avec lui. C'est incroyable cette dynamique. Ouais, c'est le cœur de l'analyse du parasitisme ici. Les deux hommes, Coupeau et Lantier, ils consument littéralement l'énergie et l'argent de Gervaise. C'est fou de voir comment il s'allie contre elle d'une certaine manière. C'est la parfaite illustration de ce que Zola disait dans sa préface. L'ivrognerie amène le relâchement des liens, la promiscuité totale et l'oubli des sentiments honnêtes. Et la boutique empathie, forcément. Oh oui, la saleté s'installe, le bleu clair disparaît sous la crasse, les dettes s'accumulent chez tous les commerçants du coin. Et Gervaise dans tout ça? Elle tient le coup? De moins en moins. Elle perd sa volonté, épuisée, elle succombe à la paresse, elle cède de nouveau à l'Entier. Ah ouais, carrément. Ouais, et le coup de grâce, c'est qu'elle commence elle-même à boire. Pour oublier sa misère, tu vois. De l'anisette d'abord, puis des alcools beaucoup plus forts. L'environnement a gagné, en fait. Et le plus triste, c'est qu'on voit bien que cette chute n'impacte pas que Gervaise et Coupeau. Non, ça détruit toute la génération suivante. Zola illustre parfaitement l'aspect de maladie contagieuse de ce milieu. Les victimes collatérales, quoi. On peut parler de Nana, leur fille. Bien sûr. Nana, elle grandit au milieu de cette promiscuité, dans cette chambre où tout se passe. Elle essaye de s'échapper, elle trouve un travail chez une fleuriste. Mais ça tourne mal aussi. Le milieu des fleuristes à l'époque était connu pour être un lieu de corruption. Elle s'y laisse happer et elle finit par fuir le quartier pour se prostituer. La reproduction de la misère. Et il y a aussi le sort de la petite voisine, Lali Bijard. Ah, le personnage de Lali, c'est sûrement le destin le plus tragique du roman. C'est insoutenable, ouais. Elle est toute petite et elle est battue à mort par son père qui est un alcoolique notoire. C'est un miroir ultra sombre de ce que l'alcool fait aux enfants dans cet environnement. La violence pure. Et pour les adultes, ça ne se termine pas mieux. L'agonie de Coupeau, c'est quelque chose. Zola est allé se documenter dans les hôpitaux pour ça. Coupeau finit à l'asile de Sainte-Anne. Il est rongé par le délirium tremens. Il hurle, il a des hallucinations. Ouais, il danse malgré lui, il voit des rats partout. Il est littéralement tué par le poison qui lui ronge les nerfs. Et la fin de Gervaise, elle, est presque plus pathétique, non? Elle est misérable, oui. Elle est réduite à la mendicité absolue. Un soir de neige, elle essaye même, sans aucun succès, de se vendre dans la rue. Et les hommes se moquent d'elle? Il la raille, ouais. Elle finit par mourir de faim et de ce que Zola appelle son avachissement. Dans un réduit, c'est ça. Sous l'escalier, le fameux trou du père Bru. Elle meurt là, seule, et elle n'est découverte que plusieurs jours après, par l'odeur. C'est glaçant. Et c'est Bazouge qui vient la chercher. Le croque-mort, oui. C'est un personnage récurrent, et il finit par l'emporter. Il symbolise le seul repos possible pour les misérables de ce monde. C'est vraiment intense. Zola n'épargne aucun détail macabre. Mais est-ce qu'il cherche à nous dégoûter de ces personnages ou au contraire à susciter une profonde empathie en nous montrant le piège implacable qui s'est refermé sur eux? Je dirais vraiment que c'est l'empathie. Au début, le lecteur peut ressentir du dégoût, mais très vite on comprend la mécanique. C'est le piège qui est effroyable, pas les individus. À travers l'Assommoir, Émile Zola ne raconte pas seulement une histoire.
Il met en évidence un mécanisme, celui d'une chute progressive où l'environnement, les choix et les faiblesses finissent par tout détruire. C'est une vision dure, réaliste, presque implacable de la condition humaine. Sur Comprendre les grands auteurs, l'objectif est justement de t'aider à saisir ces idées essentielles, celles qui donnent du sens aux œuvres et permettent de vraiment les comprendre. Mais tous les auteurs ne décrivent pas la réalité de la même manière. Dans la prochaine vidéo, on change complètement d'approche avec Antoine de Saint-Exupéry et Le Petit Prince, une œuvre plus poétique, mais tout aussi profonde, qui explore des thèmes comme l'amitié, l'amour et le regard que l'on porte sur le monde. Tu verras que derrière sa simplicité apparente, ce livre cache des idées bien plus complexes qu'il n'y paraît.